Je suis prêt à reconnaître la prochaine intervenante, et ce sera Mme la députée d'Émile-Île. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je vais commencer par revenir sur les propos que la ministre des Transports vient juste d'émettre par rapport au projet de loi sur la santé, sous-entendant que le travail avait été fait pour étirer le temps, alors que c'est tout à fait l'opposé de ce qui s'est passé. Je rappellerai que c'est un projet de loi de plus de 1200 articles avec, écoutez bien ça, 700 amendements provenant de la partie gouvernementale, alors que ce soit fait à l'intérieur d'un 3 mois et qu'on se soit rendu sous bâillon, c'est entièrement le résultat du travail du gouvernement et non pas les oppositions. Et même le ministre de la Santé lui-même l'a admis, les oppositions ont très bien travaillé dans ce projet de loi-là et tout s'est fait diligemment. Et c'est la même chose qui se passera avec le projet de loi sur l'agence Infra-Québec, Mobilité Infra-Québec. Alors maintenant, je vais en parler. Alors, Monsieur le Président, une autre session, une nouvelle agence. Ça semble être rendu une habitude de créer des agences, agence pour tout. Et d'ailleurs, mon collègue, le député de Néligan, a dit « J'espère qu'un jour, on ne va pas changer le nom de la coalition Avenir Québec pour Agence Avenir Québec, parce que ça semble être une tendance où il y a un problème, on crée une agence. Est-ce que c'est toujours la solution? Il faut se poser la question. D'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas produit d'études d'impact pour cette agence-là, pour ce projet de loi-là, et ça fait quand même quelques projets de loi auxquels je participe, et dans tous les projets de loi, il y a eu des études d'impact qui ont été réalisées. D'ailleurs, j'étais précédemment j'étais dans les consultations particulières pour le projet de loi sur les mines. J'étais la semaine dernière dans les consultations particulières pour le projet de loi sur la gouvernance énergétique. Plus tôt l'année passée, j'étais plus tôt dans l'année, j'étais sur le projet de loi sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Dans tous les cas, il y a eu des études d'impact réglementaire. Aussi, la fiscalité municipale que j'ai participé comme projet de loi. Et dans tous les cas, on a produit cette étude d'impact réglementaire, mais semble-t-il que la ministre n'a pas jugé nécessaire d'en commander une cette fois-ci. Et ça démontre encore une fois qu'on est devant un projet de loi brouillon qui semble, en fait, les consultations particulières semblent être l'étude d'impact réglementaire et on s'attend à ce que les groupes viennent commenter. Et comme ça, on pourra ajuster le projet de loi. C'est quand même un peu décousu comme approche et je pense qu'on peut avoir manqué certains fils là, qui n'auront pas été attachés correctement. Projet de loi, donc, je vais revenir sur ce qu'il prévoit, donc d'effectuer, lorsque le gouvernement lui confie la responsabilité, une analyse d'opportunité, la planification et la réalisation de projets complexes de transport. Qu'est-ce que c'est un projet complexe? Ça, le projet de loi ne le dit pas. On dit que Mobilité Infra-Québec peut également réaliser des analyses en transport à la demande du ministre responsable des Transports, on espère, et exécuter tout autre mandat que le gouvernement lui confie. Encore une fois, qu'est-ce que c'est tout autre mandat? C'est pas clair. Le projet de loi permet à Mobilité d'Infra-Québec d'acquérir par expropriation les immeubles qu'elle juge nécessaires dans le cadre de sa mission pour son propre compte ou pour le compte du gouvernement, d'une municipalité locale ou d'une société de transport en commun. Et ça, je vais en revenir, mais les municipalités ont une inquiétude par rapport à ça. Elles ont déjà le pouvoir d'expropriation, les municipalités. Et une autre inquiétude pour les municipalités, le projet de loi modifie la loi sur le ministère des Transports pour prévoir qu'à défaut d'entente avec le ministre, le montant de la contribution financière d'une municipalité ou d'un autre organisme à un projet complexe de transport est fixé par le gouvernement. Alors, quand on vient à peine de signer, il y a même pas un an, Monsieur le Président, le gouvernement, la ministre des Affaires municipales a signé une entente avec les municipalités qui en fait remplace le pacte fiscal où on s'est entendu que dorénavant on serait des partenaires. Bien, ce projet de loi-là, il ne vient pas dire qu'on est des partenaires, il vient dire qu'on pourrait vous imposer une façon de faire, une contribution financière, et si on n'est pas capable de s'entendre. Alors ça, ce n'est pas tout à fait la façon qu'on travaille quand on est des partenaires. Donc, je vais revenir à le projet complexe de transport. Plusieurs groupes ont signalé qu'il faudrait, lors des consultations particulières, qu'il faudrait préciser à quoi on fait référence.
parle de mobilité durable, mais est-ce qu'on parle juste de transport collectif? Mais est-ce que ça peut être des projets autoroutiers aussi? Est-ce que ça, c'est un projet complexe de transport? Est-ce que c'est une agence qu'on crée pour faire spécifiquement le troisième lien? Est-ce que le tramway, par exemple, pourrait en faire partie, mais le tramway de Québec, pardon, mais il pourrait aussi rester dans le bureau de projet de la Ville de Québec, qui était d'ailleurs bien en selle, qui faisait très, très bien son travail à ce niveau-là. Donc, ici, il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est pas clair. Mon collègue, le député Niligan, en a parlé tout à l'heure. Le nœud du problème, c'est le financement. En transport collectif, c'est clairement le financement. Et le projet de loi, bien, en parle très, très peu. Très, très peu, c'est très timide. Et le financement des sociétés de transport, elles sont toutes venues en parler. C'est un enjeu actuellement majeur. Et aussi, un autre élément qui est dans le projet de loi, ça concerne l'expropriation, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. À cet égard-là, je vais juste trouver ce que l'Union des municipalités du Québec est venue parler à ce niveau-là. Ici, voilà. Donc, ils en ont parlé, et ça c'est pour eux une inquiétude définitivement. Dans le fond, ce qu'ils ont demandé, en fait, c'est deux choses, mais ce qu'ils voudraient, c'est que les municipalités restent, donc qu'on garde, qu'on préserve l'autonomie municipale. Et ce qu'on dit, c'est que la façon que le projet de loi est écrit, ça pourrait compromettre donc sérieusement cette autonomie municipale-là. Et par rapport à la contribution financière, on dit le projet de loi prévoit que le gouvernement fixe unilatéralement la contribution financière des municipalités pour les projets complexes de transport avant de leur confier l'exploitation. Ça, c'est sûr qu'on le sait, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, Monsieur le Président. C'est une réalité. Elles doivent produire un budget équilibré. Mais là, ça va amener une incertitude par rapport au budget parce qu'on ne saura pas quel sera le montant éventuellement que les municipalités auront à assumer et la part de celle-ci pourrait s'avérer être beaucoup plus importante que ce qu'elles s'attendraient normalement de payer. Et là, ce qu'on dit, que Québec s'entend qu'ils veulent le faire de façon de négocier avec les municipalités, mais à défaut d'entente, là, c'est le gouvernement qui va fixer le montant de la contribution financière. Là, on l'a vu, dans les dernières années, les montants ont augmenté, les coûts d'opération ont augmenté de façon importante. Les coûts des projets aussi, hein, on impose l'électrification, par exemple, des autobus, c'est rendu que ça coûte une fortune, Monsieur le Président. Les coûts, on sait, tous les coûts de construction ont augmenté, mais tout ce qui est projet d'énergie, ça a augmenté beaucoup, beaucoup plus rapidement que l'inflation. Et j'ai l'exemple de la Société de transport de Laval, qui est la ville où je suis députée, où j'ai œuvré à titre de conseillère municipale de nombreuses années. Bien, les coûts ont vraiment augmenté pour leur projet qu'ils avaient de créer un garage pour accueillir les véhicules, les autobus électriques. Et donc, sachant que tous ces coûts-là augmentent, bien, c'est un peu naturel qu'on peut s'attendre que les projets de transport, les projets, comment ils appellent ça, là, les projets majeurs de transport, qui ne sont pas des projets complexes de transport qu'on ne sait pas encore la définition, bien, ils vont aussi augmenter. Et là, la part des municipalités, bien, nécessairement, va vraiment augmenter. Par contre, les municipalités, elles sont toujours prises avec le même bassin de taxation. Contrairement au gouvernement, lorsque l'inflation augmente, le gouvernement, lui, il génère plus de taxes parce que les coûts des biens augmentent, donc les revenus de TVQ, de la taxe de vente du Québec, augmentent. Ce n'est pas le cas pour les municipalités. La taxe foncière n'augmente pas au même rythme que l'inflation. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, en fait, c'est qu'il y a comme un effet aussi multiplicateur au niveau du gouvernement, contrairement aux municipalités qui, elles, oui, peut-être qu'il y a une inflation au niveau de l'immobilier, mais doivent ajouter généralement le taux de taxation à la baisse pour que l'impact ne soit pas trop important. Mais surtout, les dépenses des municipalités, elles augmentent souvent à un rythme plus élevé que l'inflation parce que le panier de services que les municipalités achètent
notamment les projets de construction, bien, eux augmentent beaucoup plus rapidement. Je me rappelle à une époque où l'inflation était autour de entre 2 et 3 cette année-là, nous, on avait, la Ville de Laval à l'époque, des projets de construction qui avaient augmenté de 15 à 20 Alors, vous comprendrez qu'à ce moment-là, ça fait un écart. Puis, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Et donc, cette pénurie de main-d'œuvre-là fait une pression à la hausse sur les salaires, mais sur les coûts. Il y a moins en moins d'entreprises aussi qui se missionnent. Alors, les projets, l'inflation augmente encore plus. C'est pour ça que je dis les villes ont une pression supplémentaire du fait qu'elles doivent assumer une part plus grande. Et là, bien, avec les contributions qui seraient prévues au projet de loi, bien, on ne sait pas, les villes ne savent pas à quel point on va pouvoir... En fait, on ne sait pas à quel point on va pouvoir l'absorber sans que ce soit un choc tarifaire pour les citoyens. Donc, il y a vraiment un équilibre ici qu'on est peut-être en train de perdre. Il y a un autre élément dans le projet de loi que plusieurs groupes ont soulevé, c'est le fait que le gouvernement se donne tous les pouvoirs, notamment en ce qui a trait à l'expropriation qui se ferait au nom des villes. Les villes ont été habituées, là, c'est quelque chose qu'elles utilisent allègrement. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on veut s'arroger ce pouvoir-là que les villes ont probablement parce qu'il y a un intérêt financier à faire ces expropriations-là, mais du même coup, il y a 2 ans à peine, 3 ans, en fait, en 2020, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a exigé des villes qu'elles exproprient pour le gouvernement les terrains des écoles. Donc, ça, dans ce cas-là, c'est une dépense directe. On dit, vous allez les exproprier, les terrains, puis vous allez assumer la facture. Mais là, ici, quand il y aurait peut-être une possibilité de faire des sous avec ça, là, on dit, mais non, on va le faire, nous. On va exproprier au nom des villes. Les villes sont tout à fait en mesure d'exproprier. Et même, comme je disais, le gouvernement les oblige à le faire dans le cas des écoles. Je vais revenir au financement. Là, on dit que c'est l'éléphant. Mon collègue Denis Liguin a parlé de l'éléphant dans la pièce, le financement. Moi, je voudrais vous parler du transport en commun à Laval. Mais avant de faire ça, je vais revenir sur les propos de la ministre des Transports qui a dit qu'elle a dit le Parti libéral du Québec, tout ce qu'il a fait, c'est le REM du West Island. Ce sont ses termes à elle. Elle a utilisé ça. D'abord, je voudrais rappeler à la ministre que non seulement le REM va dans l'ouest de l'île, mais il va aussi à Brossard, qui est sur la rive sud de Montréal. Il va aussi dans l'ouest de Laval et il va jusqu'à Deux-Montagnes, Monsieur le Président. Alors, c'est assez réducteur de dire que ce projet-là n'avait que pour but de desservir une clientèle anglophone. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est même toute la région métropolitaine qui est desservie par ce projet-là. Et j'ajouterais, Monsieur le Président, que c'est sous le gouvernement de Jean Charest que le train de Mascouche a été développé. Le train de Mascouche, là, il passe par l'est de Montréal. Il passe par Terrebonne, par Mascouche. Ça, je ne pense pas qu'on est dans l'ouest de l'île de Montréal. Ce n'est pas le West Island. Là. On est vraiment, vraiment, vraiment dans une autre section du Québec. Alors, j'inviterai la ministre à revoir sa géographie à ce niveau-là et les réalisations du Parti libéral du Québec. Mais je vais venir à Laval. À Laval, une promesse forte que la CAQ avait faite à l'administration municipale à l'époque où j'y étais, c'était d'ouvrir et de créer un bureau de projet pour le prolongement de la ligne orange, la branche ouest. Donc, celle qui se termine à Côte-Vertu devait se prolonger, ou devait avoir un bureau de projet pour étudier le prolongement jusqu'à Laval. Vous allez me dire, il y a déjà le métro à Laval. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a déjà le métro à Laval, mais c'est du côté est, la branche est. Et là, juste pour vous situer, ça, c'est du côté Montmorency qui a été prolongé depuis Henri Bourassa. Ça aussi, c'est à l'époque du gouvernement de Jean Charest, Monsieur le Président. Mais
Donc, ce prolongement-là, ce métro-là, ce qui arrive, c'est que dès les premiers trains qui arrivent à Montmorency, avant même d'être rendus en rue Bourassa, ils sont pleins à pleine capacité. Les gens qui prennent le métro sur la ligne orange, quand ils arrivent à Sauvé, quand ils veulent rentrer puis se rendre à Berry-UQAM, puis qu'ils rentrent à Crémazie, bien, ils n'ont pas de place. C'est tellement... on appelait ça, nous, dans le temps, on disait que c'était la classe sardine, parce qu'on était coincés, je l'ai fait pendant des années, coincés. Et donc, ce qui a été étudié par tous les groupes de transport de la région métropolitaine, c'est que la meilleure façon de désengorger cette ligne, qui, par ailleurs, la ligne bleue rentre aussi sur cette ligne-là. Quand le prolongement de la ligne bleue va être terminé, où est-ce qu'ils vont aboutir, les gens qui vont rentrer? Ils vont arriver à Jean Talon. Qu'est-ce qui va arriver à Jean Talon? Ils ne pourront pas rentrer dans le train. Pourquoi? Parce qu'il est déjà plein depuis Laval. Donc ça, c'est la réalité de la ligne orange. Alors, ceux qui vont passer la ligne bleue, là, ils vont trouver ça bien difficile. Et tout le monde le dit, il faut absolument prolonger la ligne orange du côté ouest pour qu'il n'y ait pas pour pas que ça explose quand la ligne bleue va s'ouvrir. Puis là, actuellement, il ne se passe rien. Le bureau de projet n'a pas été ouvert du tout, Monsieur le Président. Et pourtant, la Ville de Laval, et ça, c'était une promesse en 2022, Monsieur le ministre à l'époque des Transports, qui est aujourd'hui ministre de la Sécurité publique, avait promis le bureau de projet, là, il va être créé. Mais c'est toujours pas au PQI, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. Et pourtant, la Ville de Laval est même prête à financer à parts égales ce bureau de projet-là. Et on considère que si le prolongement de la ligne orange se faisait à Laval, on pourrait construire, écoutez ça, Monsieur le Président, 50 000 logements. Ça, c'est le potentiel qui est estimé sur le long de cette ligne où se trouverait cette ligne-là. Les terrains, une grande partie appartiennent déjà à la Ville. Il n'y aurait pratiquement pas d'expropriation pour faire ce projet-là. Alors, j'invite et j'espère que, enfin, si cette agence se crée, que j'espère que si cette agence est créée, que le premier projet qu'ils feront, c'est le prolongement de la ligne orange du côté ouest. On en a tous besoin dans la région métropolitaine. Maintenant, le financement, la réalité, c'est que, malheureusement, tout le monde l'avait dit, il y aurait des coupes dans les services éventuellement. Alors, à Laval, je vais vous parler de Laval, ça a commencé ça a commencé en décembre où la Société de transport de Laval a dû abolir une quarantaine de postes. Essentiellement administratifs, on n'a pas trop touché au service, on a réussi à s'en sortir. Ensuite, en juin, on a aboli une autre vingtaine de postes. Et là, on a dit, malheureusement, il y aura des choix difficiles qui viendront. Cet été, Monsieur le Président, et ça, c'est vraiment directement relié aux coupes de budget, au manque de budget que la STL fait face. Et ce n'est pas parce que la Ville de Laval n'a pas augmenté sa contribution, parce qu'elle l'a augmenté énormément, mais malheureusement, la STL a dû suspendre des lignes qui desservaient 37 résidences pour personnes aînées. Des lignes qui leur permettaient de sortir de chez eux et d'aller, par exemple, vers un centre commercial et les bibliothèques. Et ça, maintenant, ils sont complètement abolis. Ensuite, on a dit qu'il faudrait réduire de 6 l'offre par rapport au printemps. Et malheureusement, il y a une douzaine de lignes dont on a mis fin au voyage après 22h30. On a coupé plusieurs lignes, dont, et là, je vais parler de ma circonscription, la ligne express 942, qui reliait le quartier de Saint-François, qui est tellement loin du reste de Laval, Monsieur le Président. Et cette ligne-là amenait les gens à la station de métro Montmorency de façon express en prenant l'autoroute. En coupant cette ligne, Monsieur le Président, on ajoute sur une direction 35 minutes de déplacement. Ça, c'est matin, 35 minutes de soir. Que pensez-vous qu'il va se passer? Malheureusement, les gens vont prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas d'autres options qui soient raisonnables. Prendre l'autobus des lignes régulières, c'est tellement long, Monsieur le Président, que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide, malheureusement, en autobus. Et on pénalise de ce fait les étudiants qui se rendaient au Collège Montmorency, au Collège Le Temple.
Alors, Monsieur le Président, tout ce que je peux dire, c'est que malgré en fait, je peux dire que l'Agence Mobilité Infra-Québec ne réglera pas cette situation. Merci beaucoup, Madame la députée d'Émile. Je suis maintenant prêt à reconnaître la prochaine intervention.